Bien, merci beaucoup à Laure Pantalacci de cette vision tout à fait complète de l'histoire de Coptos, qui évidemment suscite de nombreuses questions. J'ai remarqué que certaines des données sont extrêmement récentes et en notre nom à tous, je vous remercie puisque la campagne vient de s'achever et que nous avons donc la primeur de nouvelles découvertes. Personnellement, j'ai été évidemment frappé par le rôle que Coptos joue dès une époque très ancienne dans ses relations avec le désert, et ça c'est bien montré dans votre première partie, ce qui montre justement cette continuité que nous on voit à l'époque ptolémaïque et romaine, mais qui remonte à une époque très ancienne et qui explique aussi le rôle de Coptos dans le commerce. Et donc ça donne une épaisseur historique à nos propos. La première question que je me suis posée en voyant le résultat des fouilles récentes, c'est qu'on a quand même l'impression que vous travaillez principalement sur un grand temple qui est au centre de la ville. Mais où est la ville exactement? Est-ce que la ville est autour? Est-ce que vous savez si elle est plutôt au sud, au nord? Et est-ce qu'il y a encore des espoirs qu'on puisse y travailler? Alors, là, c'est une question qui nous-mêmes nous désespère. Encore une fois, comme je le disais, le point, c'est ce dont on est tributaire, c'est ce feuilletage stratigraphique extrêmement intense sur une surface très limitée. Alors, nous avons, quand c'est Georges Choukassian qui était en responsabilité de cette opération archéologique, en regardant ce qu'il advenait du mur ptolémaïque dans cette zone où nous avons trouvé ces différents blocs des portes romaines. Hein. Et ce qu'on voit ici, c'est un des moignons en fait, du mur ptolémaïque qui a été préservé justement et dans lequel était installé ce passage romain que nous avons commenté. Donc, immédiatement à l'est, au sud pardon, de ce mur-là, un sondage a fait apparaître, mais pelé, mais il en restait à peine quelques centimètres, une occupation de type domestique apparemment de la deuxième période intermédiaire avec des silos. Bon. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, on avait de l'habitat qui venait, si le temple était déjà à l'époque, tout contre le temple, mais nos fenêtres sont tellement limitées et tellement éparses, c'est difficile à dire. Pétri avait trouvé ce qu'il appelait un habitat prestigieux, peut-être palatial, de la 4e dynastie, sous le dallage du temple de toutes nos histoires. Et ensuite, alors pour les époques plus récentes, Weil et Reinach disent avoir dans la zone, si on vient à notre plan, au-dessus du temple d'Osiris, il dit avoir retiré 2 couches de maisons coptes. Sur la butte rouge, il a aussi retiré plusieurs couches de maisons coptes qu'on voit en élévation avec des murs conservés, dit-il, à 3 mètres de haut, etc. Mais tout ça pour nous, aujourd'hui, c'est nu comme le dos de la main. Oui, bien sûr, mais bon, par exemple pour l'époque romaine où on doit imaginer qu'il y a certainement un camp et un grand camp, puisque en l'occurrence une légion est stationnée, on ne peut pas imaginer que ce soit dans la zone que vous avez fouillée. Donc c'est fatalement à l'extérieur, sous la ville moderne, si j'ose dire. Est-ce que là on a quelques indications dans des travaux récents d'urgence par exemple qu'il y ait une occupation romaine importante dans un endroit ou l'autre de la ville? Non, alors la notion de fouille d'urgence à Coptos est assez approximative. Quand on a construit le magasin là, qui est ici dans l'angle nord-ouest, il y a eu des écoles aussi qui ont été faites le long de cette rue, et là il y avait des maisons coptes employant des stèles de la fin du 3e millénaire, des stèles funéraires. Donc manifestement, là, il y avait eu déjà une histoire très agitée tout à fait au nord-ouest de la ville. De nos jours, bon, c'est très très urbanisé, on ne voit plus grand-chose. À l'époque de Weil et Reinach, il y avait des jardins là tout alentour, on ne voit que des jardins, pratiquement aucune maison, et eux disent que tous les jours, les gens mettaient au jour des vestiges, hein, mais la ville elle-même a dû quand même se déplacer, encore une fois, en fonction déjà de la densité de l'occupation sur la zone du Téménos principal, et puis des zones libres laissées par le mouvement du Nil vers l'ouest. Et ça, c'est ce que montre très clairement cette implantation de cet énorme rejet romain qui, pour l'instant, pour nous, est un tout petit morceau d'un énorme dépotoir qui se trouve donc tout à fait à l'ouest du site, sous la zone copte. Manifestement, là, il y a encore des élévations considérables. Weil et Reinach avaient trouvé des caves voûtées de 2,70 m sous clé de voûte, donc il doit y avoir certainement sous nos pieds encore des mètres donc là, il y a de l'espoir. Si je ne sais pas si c'est de l'espoir ou du désespoir, mais... Si j'ai bien compris, le niveau romain repose directement sur le lignon du Nil,
Donc c'est une zone qui n'était pas occupée jusqu'au 1er siècle après Jésus. Alors c'est ce qu'on a cru voir superficiellement. Maintenant on n'est pas tellement descendu, oui, parce qu'on a quand même ces blocs au-dessus. Et donc le projet en réalité dans cette zone, c'est un projet de démontage complet de la structure copte. Donc là c'est un état ancien que je présente, mais actuellement par exemple toute cette partie, tout ce mur-là est complètement démantelé. Les blocs sont rangés sur cale, etc. On a commencé à en retirer ici aussi. Donc d'ici quelques années, en fait ce monument aura quasiment disparu, enfin en tout cas temporairement, puisqu'on nous a demandé de le remonter après des montages et études. Mais en tout cas, donc, il n'y aura plus rien et la zone sera libre à la fouille. Mais on est très près du mur, vous voyez, le mur du service d'antiquité est là, quoi. Donc après, il y a une rue à l'extérieur et puis les maisons, donc on pourra quand même fouiller jusqu'au mur, je pense. Bon, donc il y a un espoir de régler au moins partiellement cette question, mais ça ne réglera pas de toute façon la question générale, qui est qu'on doit imaginer pour l'époque ptolémaïque et romaine une ville sûrement beaucoup plus étendue. Et donc là, peut-être qu'une surveillance par le service des antiquités, des travaux urbains serait nécessaire, mais elle n'est visiblement pas un peu très aisée, si je comprends bien. À mettre en place. Alors, ce qui a pu se passer si on revient toujours à notre même plan, là, la mise en place de cette énorme traversée est-ouest là, qui vient par ici, qui correspond donc à ce seuil de 4 mètres à côté de la porte de mine et à ces portes quand même assez bien construites du côté de l'est, pourrait laisser penser, parce qu'on ne connaît pas bien le tracé de l'enceinte des Nectanebo, est-ce qu'il y avait une lisse, là, un espace suffisant pour qu'on puisse installer quelque chose? Ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que dans cette zone-là, ici, là, il y avait une fouille des Américains, très superficielle, un petit sondage, mais là, ils ont mis au jour quand même de la céramique 1er siècle entièrement importée d'Italie. Donc là, s'il y a des choses, ça peut être effectivement au pied du mur du Téménos de Mine, entre le Téménos de Mine et le mur général de Nectanebo, qui a servi à caissonner pas mal d'habitats urbains en Égypte, hein, qu'on pense à Dendera, qu'on pense à Berbet el Agar, enfin toutes sortes de sites où ces murs sont conservés, où ça a servi effectivement de limite naturelle à la ville, dans des périodes où on était content d'être à l'abri d'un rempart. Donc si on descendait, mais là aussi c'est très décavé, là on est vraiment à un niveau extrêmement bas, mais si on descendait un peu dans cette zone-là, on pourrait peut-être trouver des choses concernant cette occupation romaine. Donc en fait, la périphérie du temple vous paraît très prometteuse de ce point de vue-là. Et à ce propos, je me suis demandé si vous aviez travaillé récemment dans la zone où Reinach avait fouillé la chapelle des Palmyréniens. Et est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce secteur que de nouvelles recherches permettent d'éclairer le contexte, savoir si nous sommes, parce que bon, c'est principalement des archers, est-ce qu'on est dans une zone qui peut être militaire ou une zone où il y a des marchands? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que cette question soit résolue? Aucun, parce que là, la situation est encore pire. Maintenant, vous voyez, ce qui apparaît sur ce plan, c'est que toute cette série des restes du Sud ont été, quand le service d'antiquité a construit ce mur général, en raison de l'existence d'une rue qui dessert le village et qu'on pouvait difficilement supprimer, les monuments sud ont été pris chacun dans un petit enclos particulier. C'est ce qui donne cette petite structure comme ça autour de la porte de Claude, etc. Donc ça veut dire que maintenant, mais les maisons sont dessus, l'ensemble est absolument recouvert de poubelles, la nappe phréatique monte de l'autre côté, la poubelle fait couvercle par-dessus. Donc les choses sont dans un état effrayant. Les hôtels des Palmyréniens, déjà en 2000, ils dépassaient 15 cm de corne des hôtels, alors qu'à l'époque de Reinach, c'était 3 mètres de mur, enfin c'était une maison, enfin une bâtisse en tout cas complète. Et maintenant, tout est complètement ruiné, puis c'est vraiment difficile à déterrer, quoi. Et au milieu des habitations, là, on est vraiment dans un contexte, en particulier au sud, là, le contexte est vraiment très difficile pour la fouille. Donc je crois que côté palmyrénien, mais de toute façon, je pense que c'était quand même plutôt une installation cultuelle qu'un habitat, très clairement. L'idée, évidemment, c'est une installation cultuelle, mais est-ce qu'elle est dans une zone d'habitat de ce côté-là, c'est quand même plutôt le cimetière. Hein. Là, on est sur le parvis sud, donc là, il y avait des tombes romaines, etc. Donc on est quand même plutôt vraiment dans un... On ne sait pas où étaient les cimetières, encore une fois. Donc on pense qu'il y en avait une bonne partie vers le sud, mais il y en a quelques-uns aussi vers l'ouest. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur notre compréhension. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la zone nord-ouest, en fait, dans ces fouilles d'urgence qui avaient été faites là, probablement les maisons coptes se sont installées déjà sur un cimetière de la première période intermédiaire. Donc ça a dû quand même beaucoup bouger. L'habitat a dû se déplacer de façon extrêmement considérable selon les époques. Et nous, encore une fois, on a des fenêtres très petites. Et puis on est quand même, et puis je le reconnais en tant qu'égyptologue, moi je suis quand même plutôt attirée par les monuments épigraphiques d'époque hellénistique.
que par un habitat dont je sais pertinemment qu'il a été quand même déjà très très entamé par les prédécesseurs et par les sébarines. Mais on a encore quelques moignons tout à fait prometteurs et on a quand même un programme topographique de meilleur enregistrement de ces restes en briques crues pour essayer de comprendre autant que faire se peut où étaient ces quartiers d'habitat. Alors revenons justement aux questions religieuses qui vous tiennent plus à cœur et à l'épigraphie. Est-ce que l'on voit des changements religieux qui pourraient être mis en relation avec la présence ou l'affluence d'étrangers liés au commerce? Je pense par exemple aux Nabatéens ou aux autres Arabes. Est-ce que dans les recherches récentes, vous avez eu des nouveautés à ce propos, en dehors du commerçant d'Aden qui était connu depuis déjà longtemps? Depuis fort longtemps. Alors, des choses relativement modestes dans cette... alors, je reste sur mon plan, là. Dans cette zone, la dite de la Butte Rouge, donc, Reynac avait travaillé et avait ramassé des quantités de figurines. On a au musée des Beaux-Arts à peu près 1500 fragments de figurines. Ça a fait l'objet d'une thèse de doctorat de Geneviève Galliano, qui a été soutenue à l'Université de Poitiers il y a quelques années. Et puis, on a, nous, refouillé là en sondage avec Delphine 19, qui a pu faire toute une stratigraphie de cette zone. Alors, apparemment, c'est une zone de dépôt de produits céramiques, de stockage. Les figurines étaient toutes dans un état de destruction avancée. En termes de céramique, bon, il y avait pas. Ce qui est notable, d'après ce que j'ai compris des choses que j'ai lues, c'était la fréquence des formes à parois fines à la barbotine, décorées de barbotine. Alors ça, c'est quand même assez notable. Mais on n'a pas le lieu de fabrication, donc c'est manifestement un magasin, mais ça n'est pas un lieu de fabrication. Enfin, quoi qu'il en soit, ces figurines se caractérisent d'abord par la très forte proportion d'arpocrates. Ça, c'est vraiment du culte local. Ensuite, on a des formes alors qu'on ne trouve pas tellement dans d'autres sites et qui doivent être donc fabriquées localement, en particulier notable la proportion de dromadaires, la proportion de thèmes militaires avec des cavaliers, des épées, ce genre de choses qui vont être des thématiques assez particulières dans cet ensemble de production qui est daté maintenant très clairement dernier quart du première moitié du IIe siècle. Et donc avec une relation directe avec le commerce d'un côté par les dromadaires et les militaires de l'autre, une clientèle visée qui serait... C'est ce qu'on aimerait comprendre. D'ailleurs, effectivement, dans quelques forts du désert oriental, nous avons ce genre de statuettes. Et notamment des statuettes de dromadaires et aussi de Minerve, par exemple. Oui, alors il y a du romain, effectivement, Minerve est assez bien vu. Oui. Donc, effectivement, tout ça est cohérent avec la présence romaine. Mais il y a une continuité, si j'ai bien compris les sources, une continuité de population importante, parce que si j'ai bien lu quelques-uns de nos collègues, donc apparemment la population de Coptos partait vers les forts du désert, en particulier vers la côte de la mer Rouge à certaines époques, et il y avait donc une forme d'habitat temporaire qui fait que ce sont en fait des Coptites ou des habitants de Coptos qu'on retrouvait dans les forts. Donc en effet, il y a une continuité de matériel importante. Oui. Simplement, le phasage n'est pas bon pour nous, puisque nous, encore une fois, le peu qu'on ait, c'est quand même plutôt du 1er siècle. Tandis que si j'ai bien compris, chez vous, c'est plutôt 2e, 3e. Oui, ça veut dire que principalement, les niveaux de cette période ont été enlevés par les sévarines. Et donc, est-ce que justement, dans ces niveaux du 1er siècle, voire les quelques niveaux postérieurs que vous avez, est-ce que vous auriez, comme dans les ports de la mer Rouge, des traces des importations orientales telles que des jarres fabriquées en Arabie ou en Inde? Et d'une façon générale, est-ce que vous avez aussi des traces, comme à l'époque antérieure, de la présence des nomades dans la ville, et à quelle époque? Pour la période romaine, c'est-à-dire... Oui, non, je vous entends. Non, malheureusement, là, nous ne sommes pas dans des contextes favorables pour ça. Et même les collègues qui avaient donc regardé de près à la fois un ensemble donc, du 1er siècle qui lui était entièrement importé, et puis cet ensemble du 2e, 3e, n'avaient pas trouvé beaucoup d'importations autres que méditerranéennes. Il y a énormément de formes locales, des imitations locales, évidemment, de formes étrangères. Alors, dans notre sondage là, du 1er siècle qui a été fait ces jours-ci, Delphine 19 a regardé ça évidemment très rapidement, puisque on était, comme d'habitude, en phase de fermeture quand on commence à trouver des choses. Et elle dit que les pâtes sont manifestement locales. Il y a quelques céramiques d'Assouan, mais rien qui soit inconnu hors de la vallée du Nil. Donc, visiblement, là encore, on a l'impression que les marchands orientaux s'arrêtent à Bérénice et à Myos-Hormos et ne vont que rarement
plus que par chez vous. En tout cas, on ne les voit pas matériellement, à part quelques inscriptions. Pour l'instant, ils sont absents, oui. Et donc, vous avez évoqué le devenir de Coptos durant l'Antiquité tardive. Évidemment, je vois bien que l'état des vestiges ne permet pas aucune certitude, mais est-ce que vous avez quand même l'impression qu'on assisterait après, disons, le début du IVe siècle, à un renouveau de Coptos qui serait un peu analogue à celui auquel on assiste à Bérénice et qui serait peut-être lié à une relance du commerce oriental à cette époque-là? Ou est-ce que vraiment on ne peut absolument pas le dire, étant donné les destructions massives des niveaux de cette période? Nous, on n'a rien en place, pour l'instant, on n'a rien identifié en place de cette période. Donc, ça serait un peu délicat de s'avancer. Même le baptistère n'est pas daté très précisément. Hein. On suppose fin 5e, début 6e, mais c'est très spéculatif. C'est Peter Grossman qui a proposé cette datation, mais il faudra encore élaborer tout ça et regarder. Mais pour l'instant, encore une fois, des choses en place... c'est très peu de ce qu'on a eu, en particulier aux abords des monuments qui ont joué le rôle de soutènement, en quelque sorte, pour tous ces énormes déblais et des sébarines et de pétris. C'est vraiment très difficile là, de trouver des choses stratigraphiées, sauf, alors, ce serait peut-être intéressant, mais il faudrait être très habile. On a sur le site quelques moignons de fortification, avec au-dessus, on voit des couches de déblais de tessons, donc ils sont à 7-8 mètres au-dessus du sol de circulation actuel, mais là, alors c'est très difficile d'aller crapahuter là-haut, mais si on pouvait le faire, effectivement, on serait très content de voir, parce que ces couches-là sont nettement scellées, là c'est tout à fait clair, mais d'un point de vue de l'abord physique, ça relève de l'alpinisme, et là pour l'instant dans l'équipe, on n'a pas développé cette compétence, mais ça pourrait peut-être revenir. Donc il y a un tout petit espoir pour ces... Faible, je ne voudrais pas vous donner trop d'espoir. Et en revanche, du point de vue de ce qu'on peut voir à partir de l'épigraphie, est-ce qu'on a des idées sur la façon dont se passe la christianisation de la ville, l'abandon des cultes traditionnels? Est-ce que, comme à Bérénice, par exemple, on a l'impression qu'il y a une continuité des cultes païens encore au 5e siècle, ou au contraire, il y a un abandon total des cultes traditionnels au profit de la nouvelle religion? Est-ce que là, vous avez des données à mettre en relation, disons, avec ce qui a été observé à Bérénice? Non, pas spécifique. Ce qu'on peut noter, c'est donc toute mon affaire là, de Ptolémée IX montre une chose, c'est que les Coptes ont construit tout cet enclos en démontant un temple qui était complet, qui était en connexion, puisqu'on a tous les blocs qui viennent du même endroit du monument, donc ça c'est incontestable, mais bon, on sait qu'il y avait eu des consignes officielles impériales de démontage des temples, donc là c'est pas proprement coptite. Et ce qu'on saisit quand même très bien aussi, c'est, puisqu'on a fouillé aussi dans une zone où il y avait pas mal de déblais de matériel cultuel, et en particulier de matériel statuaire au sud-est, et quand on voit l'état dans lequel ont été réduits des statues magnifiques, on pense que les Coptes ont vraiment, avec zèle, obéi à la consigne de détruire les idoles païennes et vraiment... Pétri avait trouvé encore des statues relativement bien conservées, mais nous, dans la même zone, on a trouvé des morceaux, des fragments, mais incroyables. Enfin, c'était des destructions des doigt par doigt, pratiquement. Enfin, il y a eu vraiment un acharnement sur ce mobilier qui nous fait de la peine. Oui, c'est un phénomène que nous avons constaté nous-mêmes dans les forts du désert oriental, où lorsque les chapelles étaient encore visibles à l'époque chrétienne, elles ont été très souvent détruites. C'est le cas, par exemple, de la chapelle du fort de Dios, qui a été systématiquement saccagée et les statues ont été martelées. Oui, une violence de la destruction, donc ça, c'est difficile à croire. C'est un phénomène général, mais qui apparemment ne s'observe pas à Bérénice, et donc c'était intéressant de voir qu'il y a apparemment une différence de traitement dans les deux. Et je voudrais juste, pour finir, revenir, puisqu'il nous reste encore quelques petites minutes, sur une période un peu plus ancienne qui est celle des premiers Ptolémées, qui est particulièrement intéressante, puisque évidemment l'action de Ptolémée II à Coptos est peut-être à mettre en relation avec le point nodal qui se crée à cette époque-là. Moi, j'ai l'impression de plus en plus que, contrairement à ce qu'on a écrit, la route Coptos-Bérénice existe dès Ptolémée II, et pas uniquement celle d'Edfou. Est-ce qu'on voit dans les travaux, ou à travers ce qu'on croit déceler des travaux de Ptolémée II, est-ce qu'on voit un changement notable à Coptos, un changement d'assiette,
de la ville, par exemple, ou est-ce que c'est simplement quelques travaux dans la continuité religieuse des siècles antérieurs? C'est quand même une reprise très importante, hein, parce qu'il y a toute une... Alors c'est une construction de très faible qualité, là aussi c'est presque déjà du Parthénios par anticipation. Donc ce sont par exemple des reliefs en plaquage, des habillages, enfin on a l'impression de quelque chose d'assez superficiel, mais qui veut impressionner manifestement. Puis alors il y a un point qui peut peut-être vous intéresser, c'est de savoir que le fameux Zénon, là, donc, qui a fait l'objet de plusieurs études récentes, qui est connu par ce fameux texte, a laissé aussi pas mal de monuments à Kous, voisine. Et Kous était quand même assez bien placé déjà aussi sur les routes orientales. Et Zénon dit avoir œuvré très très activement dans les sanctuaires, ce qui était encore une fois une des seules façons peut-être de manifester leur intérêt pour les enfants, en tout cas celle qui a duré pour nous et qu'on peut réidentifier. Et donc Zénon a beaucoup travaillé à Kous aussi, il a refait le temple d'Horus, etc. Donc il y a manifestement déjà un intérêt pour cette zone. Alors ça peut se lire en conjonction avec le désert, parce que Kous, par ailleurs, n'était pas un centre très brillant avant cette période, à ma connaissance. Oui, tout à fait. Et puis, bon, ça donne un autre éclairage aussi au texte de Strabon à ce propos-là. Bien, je vois que nous arrivons à la fin de nos échanges. Nous vous remercions encore de cette formidable présentation de Coptos et de ses recherches les plus récentes qui nous permettent désormais d'être parfaitement au courant de ce qui se passe, en tout cas pour les périodes anciennes et jusqu'à la période ptolémaïque, et plus en pointillé, malheureusement, pour la période romaine. Coptos qui restera à nouveau au centre de nos discussions de la semaine prochaine, puisque j'ai invité notre collègue Federico De Romanis, qui va nous parler du commerce du poivre dans la longue durée entre l'Égypte et l'Inde, et poivre qui évidemment passe par Coptos, puisque c'est là que la douane était installée. Je vous remercie.